Bienvenue à ce débat du dimanche. Le Mali, Madagascar et la Syrie seront les principales destinations des sujets qui seront évoqués par nos invités Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Adama Dramé du Sphinx et Serge Daniel, journaliste écrivain. Le président nigérien Mahamadou Issoufou était cette semaine en visite en France. 2 points ont été abordés au cours de l'audience à l'Élysée. La situation au Mali et la mine d'uranium d'Imouraren, justement sur le Mali. Les deux chefs d'État pensent que les élections doivent se tenir aux dates indiquées et sur l'intégralité du territoire. Nous les écoutons. Il est important que ces élections s'organisent sur l'ensemble du territoire malien. Tous les Maliens, quel que soit leur lieu de résidence, doivent jouir de leur droit de vote. Et nous ferons en sorte que les dispositions soient prises pour qu'il en soit ainsi. D'où Issoufou, les élections doivent avoir lieu pour le peuple malien lui-même, pour l'exemple que nous devons donner à toute l'Afrique et pour la légitimité qui doit être celle des autorités maliennes à l'issue de ces élections pour poursuivre le dialogue politique. Ces élections doivent se tenir sur tout le territoire malien. J'insiste bien, sur tout le territoire malien. Il insiste bien sur tout le territoire malien. Alexis Calambri, il y a comme une constance dans les discours de ces deux chefs d'État, le recouvrement de l'intégrité territoriale et les élections très très rapidement au Mali. Oui, une constance en ce sens que, si vous avez vu, à la limite, on sent comme si Hollande était forcé parce que vous avez vu l'autre en disant sur tous les territoires, il l'a fixé, l'obligeant à acquiescer. Parce que ça veut dire qu'encore il y a des blocages. Et sur le terrain, on constate que nous ne sommes pas encore à Kidal. C'est vrai qu'on nous a donné le deadline du 15. Qui est à terme bientôt, mais bon, dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, tout le monde, en tout cas dans les discours, affirme qu'il faut que les élections se tiennent sur tout le territoire. Ok. Adama Dramé, une pression supplémentaire à quelques semaines du mois de juillet? Bon, moi, ce qui me conforte un peu, ils ont dit qu'il faudrait que les élections se tiennent, mais ils ne parlent plus du 7 juillet. Parce qu'il ne serait pas du tout évident que ces élections se tiennent au 7 juillet sur l'ensemble du territoire malien. Il faut d'énormes efforts. Il y a le cas de Kidal qui est là, qu'il faut résoudre. Il y a le cas des 400 000 réfugiés qu'il faut résoudre. Il y a le cas des 350 000 jeunes électeurs, de nouveaux électeurs qu'on doit recenser, qu'on doit photographier parce que cette fois-ci, la carte MIMA est biométrique. Il y a tous ces facteurs-là, je ne pense pas qu'on puisse faire ça avant le 7 juillet. Mais ces élections doivent se tenir quand même. Il n'y a pas de plan B, hein, ils ont dit un seul plan, le plan mais A. Ils sont dans le rôle, ils ne peuvent jamais dire que ça ne se tiendra pas au 7 juillet, ils n'ont aucun intérêt à le dire, parce que ces élections sont financées quasiment à 80% par l'extérieur. Nous n'avons aucune raison de dire que ça ne peut pas se tenir. C'est au moment venu qu'on constatera l'impossibilité de ces élections au 7 juillet, et peut-être on va repousser la date. Moi, je pense qu'on est peut-être à un tournant de la crise, mais de l'histoire. Et qu'à un moment, certains pensaient, à tort ou à raison, que des pays comme la France ne souhaitaient pas que l'armée malienne aille à Kidal, reprenne Kidal, et qu'on aurait fait les élections sans Kidal. Aujourd'hui, tout le monde semble d'accord sur un point, c'est qu'on ne peut pas faire les élections sans Kidal. Si vous vous rendez compte qu'il y a eu une intense activité diplomatique récemment, le président de la République vient du Tchad, Adam Thiam en sait quelque chose, je l'ai vu sur les images. Le président de la MISMA est au Burkina Faso, il doit assister à la réunion des bailleurs de fonds. Je pense qu'il a rencontré, d'après mes informations, des éléments du MNLA à Ouagadougou. Et que tout le monde fasse en sorte que, aujourd'hui, à Kidal se tient une réunion du Haut Conseil de l'Azawad, qui reconnaît le Mali, qui réclame plus l'indépendance, qui veut fédérer tous les groupes armés du nord du Mali, en tout cas de la région de Kidal, et que tout le monde est d'accord que il faut maintenant aller probablement vers un cantonnement, il faut probablement aller vers Kidal comme faisant partie intégrante du territoire malien. Je pense que c'est le sens qu'il faut donner aux propos des présidents nigériens et français. On ne l'a pas entendu dans l'extrait qui vient de passer, mais il souhaite que les élections se tiennent aux dates indiquées, et les dates indiquées, c'est bien sûr juillet, Adam Thiam.
Oui, non, mais et avant ça, Hollande avait été très ferme. Il dit qu'il sera intraitable sur la tenue des élections au mois de juillet. Ceci dit, moi, j'ai remarqué, comme Alexis, que c'est peut-être une concession que Mamadou Issoufou a arrachée à Hollande, et j'ai remarqué comme Adama effectivement que dans cette partie-ci, en tout cas la partie diffusée, ils n'ont pas mentionné de délai. Et cela veut dire que pour la France s'engage à ce qu'il n'y ait pas de contrainte politique à la tenue de ces élections qui doivent se dérouler sur tout le territoire du Mali, contrairement à ce que l'on pouvait penser simplement à cause du traitement de l'affaire de Kidal. Mais il y a aussi une réponse à une position comme celle des États-Unis, qui pensent effectivement que les élections doivent se tenir là où on peut. Okay. Donc, c'est-à-dire, on vient de dire que les élections doivent se tenir sur l'ensemble du territoire. D'accord, Alexis. Il parlait de contraintes, même là, c'est-à-dire qu'à supposer que les élections se tiennent uniquement là où ce serait possible, il y a toujours les contraintes matérielles qui sont que les cartes ne sont pas encore confectionnées, ne sont pas distribuées, que les urnes ne sont pas réparties, toutes choses qui dépassent un mois de travail réellement. Donc je pense que sauf vraiment aller au pas de charge à vouloir... Mais le dernier conseil des ministres, le dernier conseil des ministres extraordinaire est un visuel, une feuille de route qui peut témoigner de l'engagement du gouvernement à aller très vite à ces élections. Tout à fait, parce qu'il y a eu une loi sur notamment le fichier biométrique. Mais il faut voir quand même que le gouvernement joue intelligent. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre de l'administration territoriale le plus optimiste que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Il donne des chiffres, etc. J'espère qu'il va pouvoir tenir la date. Mais en fait, si vous faites attention, la date qui a circulé dans les documents officiels, c'était la date du 7 juillet. Mais le gouvernement a été prudent en ne rendant jamais publique cette date. Je pense que, d'après ce qui se dessine, on va avoir probablement le premier tour de l'élection au mois de juillet et que le deuxième tour, pourquoi pas, au mois d'août. Okay. Après, au mois de septembre, parce que si vous allez au mois de septembre, ça va devenir un deuxième tour à la guinéenne et ça va être compliqué. C'est vrai. Adam Thiam, vous voulez réagir? Non, je pense que, oui, la date du 7 juillet n'est pas une date officielle, parce qu'en fait, c'est le collège électoral qui fixe la date, normalement, de l'élection. Donc, c'est possible, il y a de la marge en juillet entre le 7 et la fin du mois de... Il faut reconnaître aussi que nous avons fait un tour à la DGE qui dit qu'elle n'a pas, jusqu'à l'heure actuelle, les listes électorales. Oui, mais ce qui se passe, c'est quand même sérieux. Nous avons deux institutions clés pour la tenue des élections. Il y en a trois. Il y en a trois. Et la CENI a dit qu'elle ne peut pas organiser ces élections-là le 7. Bien qu'elle n'est pas organisatrice. Ce qui se dégage, c'est qu'on ne pourra pas faire des élections le 7 juillet. À mon avis, c'était possible. On ne peut même pas tenir les dates parce que le collège électoral aurait dû être convoqué depuis le 9 mai. Le 9, justement, il y a une question de date. Non, c'est 3 semaines, c'est convoqué 3 semaines avant le scrutin. Donc c'est jusqu'au 15 juin. Mais je veux dire, sur ce plateau, peut-être nous ne devons pas nous avancer. Normalement, il y a deux institutions électorales qui disent nous pouvons ou nous ne pouvons pas aller aux élections. La CENI ne l'a pas dit de manière vraiment très officielle. Le président de la CENI a été catégorique. Il a dit le 7 juillet, nous ne pouvons pas. Tu fais un rapport au gouvernement pour dire que c'est pas possible et tu as dit les raisons. Et puis la DGE, la Direction Générale des Élections, pour l'instant, n'a rien dit. Même le rapport confidentiel qu'il avait fait dans le temps au président Touré pour dire que l'élection n'était pas possible à cause des contraintes techniques, cette fois-ci, on ne l'a pas. Donc, sauf si ces institutions se prononcent et disent que ce n'est pas possible d'aller aux élections, a priori, autour de cette table, moi je suis dubitatif. Je suis comme vous dubitatif. D'accord. Mais ce n'est pas nous qui décidons que l'élection peut se faire. On n'a rien décidé. Ok, en tant qu'observateur, Dramé, est-ce que l'issue du dernier conseil des ministres est une avancée en termes d'organisation de ces élections-là? Est-ce qu'il y a des points qui font avancer le processus? Peut-être qu'il y a une volonté. C'était extraordinaire quand même. On sent une volonté quand même d'aller aux élections. Ces gens-là, c'est des cas ils sont d'un gouvernement de transition. Ils n'ont d'ailleurs
aucun intérêt à dire qu'on va prolonger la date pour qu'on ne soupçonne pas d'autre chose. Il y aura des avancées en ce sens que c'est officiel, c'est biométrique, premièrement. C'est Nina, et deuxièmement, on sait qui va faire les cartes Nina et à combien. Ce qui est intéressant, c'est que d'après mes informations, il y aura bientôt, la semaine prochaine ou la semaine prochaine, un autre conseil extraordinaire des ministres, et à l'issue duquel on devrait connaître la date des élections officiellement. Ok. Toujours sur le Mali, Bruxelles abritera mercredi prochain la conférence des bailleurs internationaux. Le gouvernement, selon certaines sources, demande en un premier temps une aide de près de 2 milliards d'euros pour reconstruire le pays et stopper la résurgence d'activités islamistes dans les villes du Nord. Adama Dramé, est-ce qu'il faut un plan Marshall à l'africaine, à la malienne pour ce pays-là? Évidemment, on en a besoin parce que vous parlez de 2 millions, c'est pour ça que j'avais des chiffres. En réalité, le gouvernement planche sur 5 milliards. Ça fait environ 350 millions. Mais 2 milliards en un premier temps. 2 milliards dans un premier temps. Ouais. Bon, pour moi, je crois en dollars ou en euros 5 milliards en euros, et ça fait dans les 350 milliards CFA. J'ai rencontré Tchéna qui me l'a dit il y a 2 mois. Mais peut-être dans un premier temps, les 2 milliards de dollars, peut-être qu'on en a besoin. Mais pour moi, je dis que cette table ronde n'est pas assez prioritaire pour moi parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on donnerait 2 milliards d'euros à un gouvernement de transition compte tenu de beaucoup de ce qui sont en train de se passer sous cette transition-là qui n'augure rien de bon. Mais non, Alexis, pour moi, il faut donner. Ce n'est pas à donner à la transition parce que ils ont fait un vrai plan Marshall de 30 points, un programme de développement sur 30 points sur 3 ou 4 ans. Donc, ça ne concerne pas que la transition et non, je pense que c'est utile et ça vaut la peine. D'accord. Voilà. Je pense aussi que c'est utile, mais les derniers chiffres que moi j'ai vus parlent de 4,34 milliards d'euros. Mais le Mali dit... la moitié. Voilà, exactement. Le gouvernement malien dit, nous allons tout faire pour mobiliser 2 milliards d'euros. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est 2 milliards d'euros. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que, quand on discute avec les diplomates qui vont se rendre à Bruxelles, pour le moment, la communauté internationale est prête à mobiliser ou entend mobiliser entre 600 et 1 million d'euros, ou de dollars, plutôt. Donc, évidemment, il va falloir chercher l'argent là où il est. Adam, sur la question. Non, c'est sur la question. La démarche est singulière. Elle est singulière. Ça n'est pas une table ronde comme à Haïti, n'est-ce pas, où les gens amènent ce qu'ils peuvent. Cette fois-ci, le gouvernement part avec un document qui est Ensemble pour le renouveau du Mali, qui était, il faut dire, impulsé, encore une fois, par la France, comme si le Mali devait devenir effectivement le principal témoin de la politique africaine de Hollande dans quelques jours. Et encore en Belgique, c'est la France qui va chapeauter la réunion. 2000 milliards de dollars pour couvrir les besoins du Mali. Effectivement, rien que pour le Nord, ce n'est absolument rien. Mais il faut dire que le Mali est vraiment chouchouté. C'est difficile de voir un pays qui sort d'un putsch et qui rassemble autant de moyens contribués par la communauté internationale. 2 milliards d'euros à gérer par un gouvernement de transition pendant à peu près... C'est pas le gouvernement qui gère, pas du tout. C'est à mobiliser qui sont là pour 3 mois. En plus, il y a eu quand même un aspect inclusif, en ce sens que ils ont consulté beaucoup de couches socio-professionnelles qui exprimaient leurs besoins, leurs ambitions pour leur secteur. Ça a été assez participatif à mon avis. D'accord. Je veux dire que entre le temps de mobiliser cette somme-là, de décaisser cette somme-là, je pense que Dioncounda Traoré et Django Sissoko seraient partis en principe. Et de toutes les manières, il ne faut pas se faire d'illusions. Quelle que soit la personne qui arrive, les Occidentaux ne feront plus comme ils ont fait dans le temps. Parce qu'il ne faut pas déplacer le problème. Le problème, c'est ce à quoi la généreuse contribution des bailleurs de fonds a servi pendant tout ce temps. Ça n'a pas empêché l'État de s'effondrer comme un fruit mûr. Et donc, c'est ça la vraie question. Il est hors de question qu'on donne au Mali les yeux fermés.
Ok. Est-ce qu'il faudrait une clé de répartition, investir beaucoup plus au nord, prioritairement également au sud? Je crois qu'il y a un plan de reconstruction du Mali. C'est un plan de reconstruction de tout le Mali. Ce n'est pas un plan de reconstruction du nord. Parce qu'il y a les institutions, il faut les consolider, lutter contre la corruption. J'ai vu ça dans le document. Il faut dire que ce n'est pas 10 milliards pour la gouvernance. Ça, c'est ce qu'on compte demander à la communauté occidentale. Ce qui est demandé, et là la semaine dernière seulement le Premier ministre était à la BID, ce qui est demandé spécifiquement pour la reconstruction du Nord, c'est beaucoup plus, et il y a des engagements, n'est-ce pas, il y a des intérêts exprimés dans les pays arabes et puis par une organisation comme la BID. Donc ça s'ajoute effectivement aux 2000 milliards et ça fait un beau paquet. Mais spécifiquement, peut-être qu'il faudrait un peu voir le Nord, puisque quand même, quoi qu'on fasse au niveau du Nord, s'il n'y a pas une route bitumée entre Gao et Kidal, c'est vraiment aberrant, quoi. Depuis plus de 50 ans, une route nationale, ça quand même, c'est trop flagrant, quoi. Le document prend tout ça en compte, mais si vous avez suivi le 9, l'anniversaire de l'Union européenne, le représentant au Mali a dit leur intérêt déjà pour faire la route Bamako jusqu'à Kidal, avec beaucoup de tronçons, et la route qui a été interrompue par la rébellion. Donc je pense que ces questions sont prises en compte et intéressent également les partenaires. Et sans prendre le temps de parole de Serge, je voulais dire que au voyage du Premier ministre à Djeddah, il a été évoqué la question du financement de la transaérienne. Donc c'était un projet extrêmement important et très coûteux. Moi, je voulais ajouter qu'il faut réinventer le développement dans le nord du Mali. Vous avez une zone où vous avez une densité qui est de 1,3 habitants par kilomètre carré. Donc la zone est immense. Et je pense que jusque-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plus jeté de l'argent dans le sable que dans le développement du nord du Mali. Il y a eu tellement de programmes. Il y a eu des crédits qu'on appelait revolving. L'idée, c'était d'emprunter de l'argent à des gens qu'ils remboursent pour que d'autres puissent emprunter également. Ça n'a pas fonctionné jusque-là. Je pense que pour un plan Marshall, pour le Mali, pour le nord du Mali, il va falloir enfin s'asseoir et de dire ça n'a pas fonctionné. Là, nous avons détourné de l'argent. Là, nous avons gaspillé de l'argent. Okay. Et peut-être que ça va être un sursaut là. Plus de 1000 milliards ont été investis dans cette zone-là. Et comme Charles l'a dit, il faudrait qu'on s'arrête et puis faire le constat. On n'a pas réussi, c'est un échec. Le PSDN, c'est un programme d'urgence qui avait été mis sur place, sur pied, financé à coups de milliards par les institutions un peu avant la rébellion. Ça n'a pas empêché la rébellion. Il faut qu'on repense le développement dans cette partie. Mais moi, c'est pour ça que je pense, vraiment une minute, qu'il faut penser un développement du style transversale. C'est-à-dire, nous sommes dans des zones où vous avez des pays comme le Niger, le Tchad, le Mali qui ont un désert. Pourquoi ne pas penser à un développement transversal, si vous voulez? C'est-à-dire que si vous voulez développer le désert malien, il faut peut-être penser à développer le paradoxe dans ces projets dont vous parlez, c'est qu'ils étaient gérés souvent par des autochtones, des fils de la localité. C'est assez paradoxal. Peut-être là aussi. Ils ont tout. Moi, j'ai l'habitude de dire sur ce plateau et je le maintiens. Ce n'est pas le Nord. La rébellion n'est pas un problème de gouvernance. On a mis des milliards dans ce coin-là. Ça n'a jamais empêché la rébellion de se réveiller. Et même 10 ans après, on reviendra sur la même chose. C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas un problème de gouvernance. Il y a trois choses. Ils veulent l'indépendance, l'autonomie, l'indépendance, à défaut de l'indépendance, l'autonomie. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher depuis 50 ans. Il y a trois choses. Moi, je persiste à dire que oui, peut-être qu'il y a eu un grain d'irrédentisme, mais nous sommes aujourd'hui dans la République du Mali parce qu'il y a eu également des combats de Touaregs comme Mohamed El Mehdi qui ont dit non au projet de CRS. Ça doit être acté. L'autre chose, c'est il y a une erreur. Il ne faut pas mettre une filiation entre toutes les rébellions. Celle de 63 n'a rien à voir avec celle de 90, qui n'a rien à voir avec celle de 2006, qui n'a rien à voir avec celle de 2012. Et l'autre chose, c'est il faut faire attention. C'est-à-dire les chiffres absolus ne veulent rien dire. Parce que, en fait, un forage à Kidal, c'est 4 fois plus qu'un forage à Sikasso. Mais les gens de Kidal ont besoin de forage.
Ils ont besoin de forage. Même si c'est une densité d'un 3 km² et qu'il n'y a que 10 personnes, ces 10 personnes ont besoin d'un forage. Et donc, il ne faut pas surestimer le montant pour le développement. Alexis, sur la gestion de ce projet-là. Oui, est-ce qu'il faut partager continuer un peu? Non, si c'est pas le plus important. Comme Serge l'a dit, je pense qu'il faut penser autrement. Il y a des agents qui ont quand même témoigné. Si vous lisez Noumou Diakité, qui a beaucoup écrit sur la question, alors il dit souvent c'est des projets pensés ailleurs qu'on a amenés. Il raconte par exemple que on a fait faire des salades aux gens dans le désert où le sol est très fertile. On a fait des fourrages, puis les salades ils les mettaient dans le lait parce que ça leur sert à rien d'autre. Donc je pense le tout n'est pas d'amener de l'argent, d'amener de la ressource, mais franchement de repenser tout le processus. Et puis la question, est-ce que ça a été porté par les autochtones pour aller après faire le procès de toute une communauté? C'est une erreur. Ces autochtones dont vous parlez, c'est pas parce qu'ils sont Touaregs, c'est parce qu'ils sont l'État. Et donc, si l'argent est détourné, c'est des cadres de l'État qui les ont détournés au détriment des communautés qui, elles, vivent dignement, décemment. Mais tiens, ils sont d'abord autochtones avant d'être cadres de l'État. Oui, mais est-ce que personne ne dit s'il y a un problème à Sikasso que c'est un Sénifo qu'il a mis. C'est ça la stigmatisation. Et vous me dites qu'un gars comme Iyad, il est dans la rébellion depuis combien de temps? Un gars comme Intala, il est dans la rébellion depuis combien de temps? Mais c'est des gars qui changent de trucs. Ce n'est pas parce qu'il est Touareg, c'est parce qu'il est l'État. On va avancer dans ce débat. Cap maintenant sur Madagascar. Le président malgache de la transition, Ange Rangel, vient de créer la surprise en annonçant sa candidature à la prochaine élection présidentielle de juillet prochain. Donc le Mali ne sera pas seul en juillet. La colère commence à gagner la classe politique malgache. Il avait pourtant promis de ne pas être candidat. Mais Ange Rangel a visiblement changé d'avis. L'homme fort de Madagascar se lance bien dans la course à la présidentielle. Il a justifié sa décision au micro de Radio France Internationale. À ma grande surprise, j'ai appris que l'ancien président s'est présenté aux élections présidentielles à travers son épouse. Il y avait aussi l'ancien président Didier Ratsir qui a déposé sa candidature. Et je me suis dit, donc, c'est une élection libre et qui devrait être transparente. Et pourquoi pas, je ne me présente pas aussi. Ange Rangel, président non élu, est arrivé au pouvoir en 2009. Il renverse alors son prédécesseur, Marc Ravalomanane. Depuis, ce dernier vit en exil en Afrique du Sud. Il s'était lui aussi engagé à ne pas se présenter, mais son épouse figure sur la liste officielle des candidats publiée ce vendredi. Le couple pourrait donc faire son retour sur l'île très prochainement. Une autre figure bien connue de la politique malgache fait son comeback. Didier Ratsirac sera lui aussi candidat au scrutin du 24 juillet prochain. Il a dirigé le pays pendant plus de 2 décennies, des années 70 aux années 90. Au total, 41 candidats se présentent à la présidentielle. Un signe négatif pour la démocratie malgache, d'après les analystes. Avec ce scrutin, la communauté internationale espère pourtant une normalisation de la situation après 4 ans de crise politique. Alexis Calambri, Ange Rangel justifie sa candidature par le fait que l'épouse de Marc Ravalomanane est partante. Est-ce que ce n'était pas plus simple pour lui aussi de présenter son épouse à cette présidentielle? Non, je pense que la faute est à la commission de validation. C'est-à-dire c'était plus simple, à mon avis, d'invalider les 3 candidatures. C'est vrai que la loi ne les empêche peut-être pas, mais il y a l'engagement moral devant la population. Donc je pense que le plus simple plutôt, c'était que la commission de validation au moins recuse les 3. Ok. Dramé, la communauté internationale mise sur ce scrutin pour une sortie de crise à Madagascar. Est-ce que c'est un retour à la case départ? Non, ce qui se passe à Madagascar, c'est un véritable vaudeville, hein. Franchement. Voilà une classe politique qui tient en otage toute une population durant plus de 3 ans. On fait une transition de 3 ans. Il y a des gars qui prennent l'engagement, enfin les dirigeants prennent l'engagement de ne pas se présenter. Celui qui a été renversé, on l'empêche de venir chez lui. Il présente sa femme et l'autre, il vient, il se présente avec une lettre d'excuse parce qu'il sait qu'il était hors délai. Et comme la femme de l'autre, comment il s'appelle, Ravalomanane, elle aussi n'a pas fait 6 mois de présence physique.
Donc, tous ces trois n'étaient pas dans les délais. Et le vaudeville, là, c'est ce que je dis que la comédie vient justement de la commission spéciale constitutionnelle, la CS, qui a osé valider ces trois candidatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on laisse partout les élections. Moi, je trouve qu'en démocratie, tout le monde doit aller aux élections, franchement. Mais à partir du moment qu'ils ont posé cet acte qui n'est pas politique, mais qui doit être juridique, une fois qu'ils sont mis hors de la juridiction eux-mêmes en tant que juges, personne ne peut avoir confiance aux résultats des élections qu'ils vont proclamer. Parce qu'eux-mêmes, ils ont montré qu'ils ne sont pas sérieux. C'est ça tout le problème, en fait. Moi, je voulais dire deux choses. À Madagascar, il y a deux poids importants dans la vie tout court. Vous avez l'Église, vous avez l'armée. Je pense qu'il y a des dessous de cadre qu'on ne maîtrise pas sur ces deux volets-là. Mais l'autre leçon que moi je souhaitais tirer tout de suite, c'est qu'il ne faut pas de transition longue. Quand une transition est longue, elle donne des envies. Nous, au Mali, par exemple, on va avoir les élections, j'espère, en juillet. Si on attendait décembre, peut-être que Diokounda aurait des envies. Peut-être que... mais ça peut arriver. Peut-être qu'il aurait des envies, d'autres auraient des envies. Il faut une transition courte, parce que le pouvoir, ça devient facilement une drogue. Et voilà le cas de Madagascar. Ok, Adam Thiam. Non, vraiment, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est peut-être l'une des plus longues crises politiques de l'Afrique, qui a fait échouer pratiquement toutes les organisations internationales et sous-régionales, les unes après les autres. Et puis, bon, ça pose quand même pour le continent africain et même pour les Nations Unies un problème de légitimité, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, si on regarde ce qui s'est passé au Mali, où les putschistes sont obligés de céder le pouvoir, et ils sont là-bas depuis 4 ans, et ça n'est pas le seul cas. Il y a le problème aussi de la Centrafrique, parce que en fait, c'est quand même un sabotage de la charte de l'Union africaine. Ravalomanan était élu, accepté comme élu, et il a été renversé. C'est un putsch. Et puis, Bozizé, en Centrafrique, était élu, accepté comme élu, il a été renversé. Et donc, il y a un problème de 2 poids, 2 mesures, et ce n'est pas glorieux. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez siégé à Addis Abeba. Maintenant, les regards sont braqués vers la SADC. Quelle peut être sa réaction, puisque ces accords ont été signés sous l'égide de la SADC? Alors, la SADC est vraiment dans la ligne de la charte de l'Union africaine. Elle a demandé aux 3 candidats de se retirer. Voilà. Donc dans tous les cas, je pense que le fait que ça s'enlise depuis là est un échec, aussi bien pour la SADC, pour l'Union africaine et pour l'OUA. C'est-à-dire qu'ils ont peiné à trouver une solution cohérente. À ce jour, ils n'ont jamais pu trouver une solution cohérente et acceptable par tout le monde, quitte à les forcer à accepter. C'était pas compliqué. Madagascar est un pays pauvre. Très pauvre, malheureusement. Il y a un risque aujourd'hui à Madagascar. Le risque à Madagascar aujourd'hui, c'est de voir encore repousser la date des élections. Ok. L'Église l'a demandé. L'Église l'a demandé, et comme Charles l'a dit, c'est des paramètres que les gens ne maîtrisent pas. L'Église est très influente, et l'armée qui a amené Rajoué le pouvoir. Oui, bien sûr. L'armée, il y a un putsch. En réalité, il y a la révolution populaire, mais c'est un putsch. C'est eux qui l'ont amené au pouvoir, et malheureusement, ça fait 3 ans que ça dure. Mais il y a un manque de sérieux, que ce soit du côté de la SADC, de l'Union européenne, même de l'OUA, de l'ONU. Parce que franchement, moi je me demande comment ils vont s'en sortir. Même moi, en tant que démocrate, j'ai dit, il faudrait laisser tout le monde partir aux élections. Maintenant, celui qui gagne, qu'on lui foute la paix pour qu'il travaille, quoi. Mais si tous maintenaient leur candidature, à quoi est-ce qu'on pourrait peut-être assister au lendemain de cette présidentielle, de jouer le retour à la case? Retour à la case. À la case de part, parce que ce sera forcément contesté. Oui, non. En plus, il n'y a pas d'élection. Donc je pense que, comme ils l'ont dit, qu'on trouve la solution pour au moins que ces 3 se retirent. Et que surtout... C'est un vaudeville, quoi, comme je le dis. Ça va être difficile de toute manière. Celui qui est actuellement assis dans il va pas céder, parce qu'il va se dire que si son prédécesseur arrive, ça va être un règlement de compte. Rastiraka ne va pas céder, parce qu'il se dit c'est son dernier coup de... Alors, donc c'est... Et bizarrement, ils sont tous d'accord qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Voilà. D'accord. Adam Thiam, et ceux qui ont travaillé là-bas disent que c'est un pays très orgueilleux qui n'aime pas l'influence extérieure, qui préfère gérer ses problèmes à l'interne. Donc je pense que si
Et puis, il faut savoir que la communauté internationale est fatiguée de Madagascar. C'est ça le vrai problème. Et donc, il est fort possible, effectivement, qu'aucun de ces candidats ne se retire et que la communauté internationale valide le choix des urnes, quelque controversé que ça puisse être. Ok, dernier thème de cette émission. Le gouvernement syrien aurait-il fait usage d'armes chimiques? Les États-Unis pensent que oui. La Maison-Blanche dénonce, je cite, les choix terribles de Bachar al-Assad de vouloir tuer entre 60 et 70 000 personnes. Des convulsions dues au gaz sarin, un agent chimique mortel qui paralyse les voies respiratoires. Une arme de guerre prohibée dont Damas s'est régulièrement vu accusé d'utiliser, mais coup de théâtre hier avec les révélations de Carla Del Ponte. Nos investigations démontrent que ces armes ont été utilisées par les rebelles. Par contre, nous n'avons aucune preuve qui nous indique que le gouvernement syrien ait utilisé ce type d'armes chimiques. Des accusations qui expliquent peut-être la prudence du président Barack Obama la semaine dernière à propos des accusations véhiculées sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Nous avons maintenant des preuves que des armes chimiques ont été utilisées contre la population syrienne. Mais on ne sait pas comment ces armes ont été utilisées, quand elles ont été utilisées, ni qui les a utilisées. Ces investigations, qui devront encore être approfondies, éclairent d'un jour nouveau les rapports de force en Syrie et le rôle joué respectivement par le régime et par les rebelles, souvent des mercenaires venus de l'étranger, accusés de perpétrer sur sol syrien de nombreux crimes de guerre. Alexis, il y a deux discours. Carla Del Ponte pense que les rebelles ont fait usage des armes chimiques. Obama aussi, les États-Unis, la Turquie pensent que Bachar al-Assad aussi, le gouvernement syrien, a fait usage d'armes chimiques. Qui faut-il croire finalement? Je pense que c'est compliqué, mais ce qui est évident, en fait, à l'analyse, il y a des évidences qui sortent. Premièrement, il n'est pas possible qu'un pouvoir résiste à une insurrection populaire 1 an. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que finalement ce n'est pas un mouvement venu de l'intérieur. Deuxièmement, Bachar a réussi quand même quelque chose, c'est de retourner un peu la situation en sa faveur, parce que dans la zone, on est en train de voir que c'était pratiquement le dernier rempart contre l'hégémonie sioniste. Si vous voyez, l'OCI est en train de se rapprocher de ses vues, parce que on voit que son départ peut favoriser Israël, peut favoriser la mainmise d'Israël sur la zone. Mais par rapport au gaz, à la limite, c'est possible que l'opposition l'utilise, que disons, ça soit utilisé par l'entremise de l'opposition, mais que ça soit mis à son compte. Adam Andramé. Moi, je crois que si l'opposition ne l'avait pas faite, Carla n'arrive pas vraiment à être aussi affirmative. Le problème syrien est un problème aussi. Elle est connue pour des sorties. Voilà, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Obama a dit qu'il ne le sait pas, mais parce qu'on peut pousser les États-Unis à défaut d'intervenir, à armer la rébellion. Et comme Alexis l'a dit, aujourd'hui, Bachar al-Assad, c'est quand même le dernier rempart contre le sionisme et contre le sunnisme qui est aujourd'hui à des visées hégémonistes de toute l'Arabie et le Proche-Orient, avec le Qatar, le petit Qatar, le truc. Et c'est à peu près le même scénario qu'on est en train de vouloir faire comme en Libye. Parce que pour attaquer la Libye, il a fallu trouver des prétextes. Pour attaquer l'Iran, et l'Irak à l'époque, il a fallu trouver des prétextes, et je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là. Et l'autre, le remplaçant de, comment il s'appelle, Carla, le secrétaire d'État américain, Kerry, a très insisté dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils veulent trouver un prétexte pour finir avec la résistance que ce gars a. Mais ça va poser d'autres problèmes, parce que ce qui est sûr et certain, après la Syrie, mais ils vont viser l'Iran. Et après l'Iran, ce sera l'Iran qui était de tout le temps gouverné par des sunnites, mais aujourd'hui qui est gouverné par des chiites. Okay.
Donc, pour moi, je dis que c'est le même combat qui continue depuis la mort du prophète. C'est un problème religieux. Malheureusement, les Occidentaux sont en train de s'en mettre et ils ne défendent que les pays qui ont du pétrole. C'est ça la vérité. Je crois qu'il est probable que ce soit le gouvernement le syrien ou du moins l'armée de Bachar et l'opposition, je pense qu'ils ont dû utiliser, les deux ont dû utiliser à un moment des armes non conventionnelles. Parce que à la guerre comme à la guerre, si vous voulez. Mais non, je voulais revenir sur ce que disait Dramé par rapport à la durée de cette guerre-là. Évidemment, si une guerre dure 1 an, il va sans dire qu'il y a parfois des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Mais je constate cette fois-ci que des pays comme la France, qui dès le début ont commencé par crier sur tous les toits qu'il fallait que Bachar parte, il fallait que c'était un criminel exactement. Aujourd'hui, on se rend compte que, attention, il y a peut-être les islamistes qui sont en train de filtrer la rébellion, exactement comme ce qui s'est passé en Libye. Je veux dire par là que sur les conflits, la communauté internationale se trompe parfois. Le plus souvent, depuis ces 10 dernières années, se sont trompés. On ne sait pas, apparemment il va y avoir une enquête. L'enquête va donner ses résultats. Je pense qu'il faut attendre. Ce sera le résultat que les puissances européennes veulent, c'est tout. Oui, mais on va laisser pour Adam Thiam terminer, ensuite on va faire un autre tour de table. Il faut attendre le résultat de l'enquête, même si c'est des résultats truqués, parce que la vérité ne peut pas sortir de ce plateau. Nous sommes loin, nous ne savons pas. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je pense qu'il faut faire justice au peuple syrien. Au début, ce mouvement exprimait en fait une soif pluraliste. C'était une revendication démocratique exactement comme mars 91 ici. Si après il y a eu des infections opportunistes, il y a eu des percées islamistes comme on a vu dans les autres pays de la révolution arabe, c'est autre chose. Mais au début était une quête légitime de démocratie, parce que quoi qu'on dise, ce régime est un régime dictatorial, un régime sanguinaire, et aucun d'entre nous n'aurait voulu vivre en Syrie. Assad s'est disqualifié. Alors, Dramé, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi, ce que je sais, c'est-à-dire que ce cas, une fois que la Syrie sera déstabilisée, c'est tout le Proche-Orient qui va s'enflammer. Il y aura le Liban qui va s'embraser, etc., etc. Et je crois justement que les Français, eux, avec un peu de recul, commencent à le comprendre. Il faut être très prudent. Le Liban ne s'enflammera pas, au contraire, le Liban sera peut-être plus calme parce que ce sera uniquement sous domination israélienne. Mais ce que je n'ai pas compris ce que Dramé a dit par rapport à la religion. Je ne crois pas que ça soit une guerre de religion. C'est un problème entre sunnites et chiites. D'accord. C'est le prolongement. C'est toutes les religions. La même religion. C'est le même truc. C'est clair. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tu vois, la Russie, par exemple, la Russie a soutenu jusque-là le régime de Bachar, et jusque-là, la Russie soutient le pays de Bachar parce qu'ils vendent d'abord des armes. Ok. Adam Thiam, est-ce qu'il faut aborder comme Dramé qui pense que c'est peut-être le scénario où les États-Unis avaient prétexté qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, que c'est presque la même hypothèse en Syrie qui aurait fait usage d'armes chimiques? Je crois que sur la Syrie, crois que le parallèle n'est pas bon, parce que en fait, un des pays qui a le plus résisté effectivement à armer la rébellion et à aider la rébellion, ce sont les États-Unis. Donc c'est d'autres États-Unis qui a maintenant. Et si vous voyez le discours de Obama, il n'est pas comme à l'époque Colin Powell, qui a même montré les camions où il y avait les armes chimiques. Donc il y a quand même beaucoup de prudence, et je crois qu'ils ont appris. Mais ce que je voulais dire, c'est en fait la portée, les risques sous-régionaux de cette guerre sont évidents, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays ne veulent pas s'avancer. Et on voit aussi effectivement qu'avec l'infiltration djihadiste, même des pays qui étaient sur la ligne de front comme la France sont en train de reculer. Mais il y a dans cette guerre tous les ingrédients
des guerres d'avant, donc comment dirais-je, la guerre froide, parce que il y a la Russie quand même qui soutient la Syrie, et puis il y a Israël qui est la tête de pont. Justement, Alexis, est-ce que le raid israélien et la réponse du Hezbollah font partie de ces ingrédients-là Oui, c'est dit que c'est une sorte d'internationalisation de ce conflit-là, avec, disons, un débordement sur d'autres aspects. C'est-à-dire ça quitte l'aspect quête légitime de plus de démocratie pour un peuple, pour embraser d'autres aspects religieux, pour embraser, disons, des aspects géopolitiques, parce que la Russie n'est pas dans la religion, mais elle est quand même soucieuse d'avoir des bases arrière, des fronts avancés sur l'Europe, et il n'y a que la Syrie pour lui offrir cet espace-là. Donc je pense que toutes ces questions maintenant vont venir au devant de la scène, et la Syrie, et disons la Russie ne sera pas regardante sur les questions de droits de l'homme, mais plutôt sur ses intérêts. Bien sûr, Bachar, je ne défends pas. Comme on l'a dit, c'est un sanguinaire. C'est vrai que quand on tue sur sa population, c'est autre chose. Mais il y a des enjeux énormes. Et aujourd'hui, quand on voit des petits pays comme le Qatar, qui financent des milliards et des milliards de dollars pour ces pays-là, ce n'est qu'un problème religieux. Et ça, c'est net et clair. Ok. Voilà, c'est sur ce que va prendre fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Adama Dramé du Sphinx et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'émission sur africalbetelevision.com. À dimanche prochain.